Salut tout le monde, bienvenue à Loin de Sans Foot. Olivier Brett avec vous en compagnie de Jean Gounel de Sydney Faux pour une émission ultra chargée, que ce soit d'actualité hors terrain ou de ce qui s'est passé sur les pelouses un peu partout dans le monde au cours de la dernière semaine. Les gars, comment ça va? Ça va bien, merci. Je vais commencer avec une question. Je ne sais pas si c'est trash, dur, triste, scandalisante, mais tout aussi pertinente. On va commencer avec le segment à domicile. Et là, c'est un domicile élargi. On va parler de ce qui se passe en Amérique, en CONCACAF. Tiens, Jean, on va le lancer comme ça. Quand tu regardes ce qui s'est passé en France, on en a parlé depuis le retour des supporters dans les estrades. Il y a eu beaucoup de problèmes. C'est pas exclusif à la France. Et c'est justement ce qu'on constate avec les incidents. Je sais même pas comment les décrire. Tu pourras trouver un adjectif qualificatif si tu veux, Jean. Entre Querétaro et Atlas, ça te laisse sans mots. Wilfred Nancy a d'ailleurs dit, on m'a envoyé des images, puis j'ai préféré pas les regarder parce que j'ai compris ce qui s'est passé. En gros, la grande question, c'est est-ce que le hooliganisme des années 80 est revenu? On est sur le chemin, je pense, ouais. On est sur le chemin parce que, comme tu dis, c'est pas simplement ce match particulier Atlas-Querétaro. C'est un ensemble d'éléments. La France, ouais. Regarde ce qui s'est passé en Angleterre au moment de la finale de l'Euro et tout ce qui Ah s'est oui. passé autour de la finale de l'Euro. Il y a eu plusieurs incidents en Angleterre au point où, en début d'année, au mois de janvier, il y a eu un rapport gouvernemental qui a été sur le retour de la violence dans les stades, autour des stades, avec un certain nombre d'éléments qui indiquent que c'est un problème plus profond, donc un problème de société. En Angleterre, il y a euh, le document qui est sorti indique qu'il y a vraiment des éléments à la fois dans la façon dont c'est organisé, qui est plus tout à fait la même qu'il y a 30 ans ou 40 ans, Mhm. mais il y a un nouveau mode d'organisation pour créer du désordre. Il y a des éléments supplémentaires aggravants qui sont que par exemple, tu trouves de plus en plus de gens sous influence, que ce soit alcool, cocaïne, des trucs comme ça, qui font que les comportements sont de plus en plus extrêmes. Et c'est un phénomène qu'on voit gagner un petit peu partout. Pour X raisons, chaque pays a son modèle, mais je te dirais que son modèle, ça a des raisons Mhm. propres, mais je te dirais que d'une façon générale, il y a un retour. Alors, est-ce que c'est un petit peu le fait que je vais pas dire une nostalgie, mais tu vois ce qui ça se passait il y a 30, 40 ans. Il y a des gens qui ont jamais vécu ça, qui y retrouvent une certaine, C'est romantique un peu, là. ouais, voilà, un certain romantisme, enfin, c'est un âge passé vers lequel, ah tiens, on essaie de se raccrocher un petit peu. C'est beau sont beaucoup d'éléments qui vont ensemble et qui me font penser que, ouais, on est en train de revenir, à des comportements de ce genre-là, oui. On a, pendant plusieurs heures, pour pas dire jours, Sid pensé que le match du CF Montréal à l'Azteca allait être joué à huis clos. En entendant Wilfred Nancy, lorsqu'on a appris que finalement il y aura des supporters, Nancy dit ben j'ai été surpris. Je pense que même les clubs impliqués, en tout cas le CF Montréal, s'attendaient à un huis clos. Qu'est-ce que tu as pensé des sanctions ou de l'absence de sanctions? On a annulé des matchs, là, on a reporté des matchs dans la Liga MX. Ça, je pense que c'était même pas une question à se poser. C'était l'évidence. C'était surtout la suite qu'on allait surveiller. Qu'est-ce que tu en as pensé? Oh ben écoute, on est passé de est-ce qu'il faut enlever le Mexique de la Coupe du Monde 2026 Mhm. à finalement Rien. une interdiction de un huis clos pour les supporters du club local et 3 ans d'interdiction pour leurs ultras. Euh, mais c'est assez faible mais, lorsqu'on prend en considération que le foot mexicain, je pense, dans son ensemble, a été très souvent épinglé par la CONCACAF, par les chants homophobes qu'on entend durant les matchs de l'équipe nationale, par des événements de corruption, par la violence au stade aussi, dont il est question là aujourd'hui. Et on aurait pensé que face à cette tragédie, que ce soit un élan, une étincelle, afin de vraiment frapper fort sur la table. Et c'est décevant à ce titre-là, que même penser que
que tout de suite, cette espèce de show must go on est vraiment surprenant. Je ne sais pas si peut-être, est-ce que c'est là parce que la barre a été trop haute ou qu'on a fait des amalgames un petit peu dans justement tout ce qui a réglé dans le football mexicain, qu'il y a un sentiment un peu de déception. Parce que certains me diront, 3 ans d'interdiction pour un groupe de supporters, c'est énorme. Huis clos, Mais c'est attends, un c'est an de huis super clos, c'est énorme. intéressant. C'est super intéressant ce que tu dis parce que 3 ans, c'est énorme, mais moi, je pense qu'en 2022, tu peux avoir l'argument contraire aussi. Je ne suis pas en train de dire que je ne te fais pas porter ces propos-là, mais la pandémie a 2 ans, ça a passé, Tout à c'est fait. long, mais c'est court en même temps. Ils seraient déjà aux 2 tiers de leur peine, si on veut l'appeler comme ça, puis dans un an, ils seraient revenus. Pour moi, 3 ans, c'est très peu. C'est lourd pour le club, mais pour ce que tu as fait, je veux dire, là, on parle là, de gens qui étaient laissés pour morts dans un stade. 3 ans, c'est rien. D'être privé, d'aller voir un événement sportif, tu n'es pas privé de ta liberté. Non, du tout, du tout. C'est toujours la difficulté que il faut distinguer les sanctions qui seraient données à un groupe de supporters et la sanction individuelle et judiciaire et surtout pénale pour Mhm. les gens qui sont impliqués C'est vrai, directement. Donc ce sont quand même deux notions distinctes. Mais différent. je pense qu'on a été très peut-être ouais, surpris parce que je sais pas, moi, je suis tombé dans une forme de naïveté que ah bon ben ok là c'est bon, allons tout régler désormais dans le football mexicain, mais alors que ça n'a pas du tout été l'intention et peut-être même que dans l'idée de garder la Coupe du Monde au Mexique et de pas voir certains acquis retirés, on a fait en sorte voilà de minimiser un petit peu les événements pour garder le tout sous contrôle. Jean, tu voulais ajouter quelque chose rapidement? Oui, je regardais parce que je regardais un petit peu oui, et je suis d'accord avec Steve dans le 90% de ce qu'il dit. Ce que je regarde, ce sont les projets, enfin les règles que la Ligue et la Fédé vont adopter, et en particulier, parce que ça aussi, ça nous ramène à d'autres éléments dont on a parlé, au niveau de la sécurité. Là encore, il y a eu un problème fondamental qui est lié à la sécurité, c'est-à-dire Mhm. que Querétaro emploie essentiellement des contracteurs privés qui ne sont pas vraiment de vrais agents de sécurité, qui ne sont pas habilités à faire un certain nombre de choses. Et tu le vois bien dans les images, à quoi ils sont rendus, c'est ouvrir ou fermer des portes. En gros, c'est ça. Ce que la Fédé mexicaine, ce que le- oui, la Fédé et la Ligue ont décidé, c'est d'être beaucoup plus strict au niveau justement de l'encadrement de la sécurité. On passe, tu vois, dans le match Querétaro-Atlas, la règle était, je pense, de 25, un agent de sécurité pour 25 supporters à peu près. Dans des matchs à haut risque, c'est un pour 10 à 14. Et d'un autre côté, c'est l'obligation de ne plus passer par des compagnies privées, mais de revendiquer, de demander l'aide de la police, que ce soit fédérale, que ce soit régionale ou municipale. Donc avec normalement des organismes qui sont plus habilités à régler ce genre de problème. Regarde, en Angleterre, il y a des services de police qui sont pratiquement spécialisés Mhm. Jour de dans match. la contention de problèmes inhérents au match de foot. Et ça fait une grosse différence parce qu'ils savent à quoi s'attendre, qui repérer ou qui suivre et où les choses risquent de se passer. Donc il y a tout un aspect prévention, dissuasion qui sont déjà super importants. Donc j'espère que ce sera une étape vraiment importante parce que c'est la base. Oui, c'est une distinction importante aussi que tu fais par rapport à la sécurité puis la formation de ces gens-là. Tu sais, c'est deux mondes complètement différents, mais mettons que ça explose au stade Saputo, là. Les gens qui sont là, qui ont l'air très militaires, quand c'est le temps de dire aux gens, tu passes pas devant Didier Drogba pour aller t'acheter une pointe de pizza rapidement à la mi-temps, c'est une chose. Mais si ça se met à déraper puis ça se met à battre dans les estrades, ces gens-là, est-ce qu'ils sont équipés pour gérer ça? Non, C'est pas une du tout. question importante. Je parlais avec un fan du CF Montréal qui a une conjointe à Querétaro, puis il m'a dit, je suis allé, je pense que c'est au mois de janvier, il dit, tout est tranquille. Il y a une présence policière, mais à l'extérieur du stade. Quand tu rentres ensuite, là, tu sens qu'il y a pas mal plus de laxisme. Je ne sais pas si c'était de la négligence, surtout quand tu sais que contre Atlas, il y a eu un historique et il y a des chances quand même assez importantes que ça dérape. Ben, c'est là où peut-être qu'on s'attendait
à plus. Si on ramène ça sur le terrain maintenant, visite du CF Montréal à l'Azteca, devant Partizan, match aller, quart de finale de Ligue des champions CONCACAF contre Cruz Azul. Dans les circonstances, un résultat acceptable, Jean, ce serait quoi? Un match nul. Un match nul ou une petite Hey, défaite. Cruz Azul va quand même avec- pas non, mal non, non, mieux que non, mais Santos Laguna. attends. Ouais, Avec ouais, ou ouais, sans ouais, but à ouais. l'étranger? Ah, ouais. Oui. Idéalement, hein? Idéalement, un Bon, but là-bas. Un but ben là-bas, c'est oui, certain. c'est ça, exactement. Attends, C'est d'accord avec ça? non, mais attends. J'ai dit la dernière fois que, ouais, moi, j'étais content d'en voir le dos de cette règle-là, mais à partir du moment où elle est appliquée dans certains endroits, il faut en profiter. Hein, c'est sûr, la règle est la règle. Donc, non, mais tu vas aller avec. Hein, je trouve pas ça extraordinairement excitant, pas Jean, excitant. Je trouve pas ça génial, mais bon, voilà, c'est comme ça. Jean, je veux juste t'informer que j'ai eu l'occasion, pendant Hmm. un de nos matchs de Liga, de parler avec Patrick Leduc, qui est chroniqueur Ouais. pour plusieurs des rencontres. Je lui ai posé la question, puis il ne s'est pas rangé dans le camp Team Gounel. Il a été Team Fowo et Team Brett. Je fais juste te dire ça. À un moment donné, tu es en sérieux des avantages numériques. Si on va au-delà de cette rencontre-là, Sid, parce qu'on n'a même pas parlé encore de la défaite du CF Montréal contre Philadelphie le week-end dernier, ça fait 2-2, défaite à Orlando. Ensuite, défaite à la maison contre Philly. Là, tu vas t'en aller à NYCFC, un déplacement en fin de semaine prochaine. NYCFC qui joue aussi en Ligue des champions en milieu de semaine, mais qui va accueillir le 11 Montréalais le week-end prochain. Est-ce que tu es rendu à un must-win à ton troisième match, sachant que tu n'as toujours pas de points? Non, je pense qu'on est très tôt dans la saison pour parler de must win. Je pense que d'ailleurs même New York CFC qui a fait qui a eu une défaite contre Galaxy lors du match d'ouverture, match nul face à Vancouver, pourtant champion en titre, nous montre un peu que voilà, on peut démarrer peut-être doucement et c'est sûr que tous les points comptent, mais je pense pas que ce soit très préjudiciable. Maintenant, on a quand même un New York CFC qui a fait très bien hier soir contre Comunicaciones, qui dans le niveau de jeu m'a assez impressionné, capacité aussi à réagir lorsqu'ils ont pris le but égalisateur. Donc c'est une équipe qui va être encore dans le premier tiers de la conférence de l'Est. Le CF Montréal a quand même affronté deux bonnes équipes de l'Est, peut-être même deux très bonnes équipes de l'Est. Ouais. Et New York CFC, en tant que champion en titre, évidemment, est dans cette catégorie-là. Donc, ce sera un match, encore une fois, très difficile pour Montréal, qui est en rodage, qui va laisser des forces. Alistair Johnson répondait à ta question durant la conférence de presse sur comment gérer un match à l'Azteca. Donc, au-delà de l'aspect historique du lieu, il y a cette question d'altitude et de la gestion des efforts, notamment sur comment reprendre son souffle, être à l'écoute de son corps pour les différentes courses qu'on est amené à faire. Donc, ils vont laisser des plumes, c'est certain, durant ce match-là. Et on l'a vu à Orlando, comment ça a été difficile dès l'entame de la deuxième mi-temps. Ça a été aussi pareil difficile au retour de la mi-temps du côté de Philadelphie Union. Peut-être que du côté du match de NYCFC, il sera important d'être un peu plus décisif en première mi-temps pour, en cas de coup de mou physique, ne pas être mis en danger comme ça a été le cas pour les deux premiers matchs. Ouais, tu as parlé de buts égalisateurs entre NYCFC et Comunicaciones. Ça a été une victoire au final de 3-1, donc c'est confortable pour les New-Yorkais à l'approche du retour. Jean, je te voyais réagir à cette idée-là. Est-ce que, on ne parle pas de bouton panique, on ne parle pas de catastrophe, mais peut-être que psychologiquement, on pourrait faire l'argument que c'est un must-win pour t'assurer que ton début de saison ne ressemble pas en MLS, ne ressemble pas à celui de Toronto FC il y a quelques années quand le Ouais. TFC est allé jusqu'en finale de Ligue des champions. T'en es où avec ça? Bah, c'est ça, c'est un petit peu dans cet ordre-là que je me rangeais, c'est-à-dire que tu dois faire attention, tu mènes deux compétitions de front qui, de par le calendrier, cognent très très vite, sont pas évidentes à gérer physiquement, avec en plus là-dessus rajouter
comme dit Sid, la question du déplacement dans des conditions qui sont Ah ouais. relativement, à cet égard, c'est quand même assez extrême, on va dire. Et donc, tu as actuellement des prestations qui sont un peu en dents de scie. Aucune des deux dernières en MLS ne ressemble de près à ce qu'on a pu voir lors du match retour contre Santos Laguna, d'accord? Non. On est d'accord aussi qu'il est très difficile d'arriver à une sorte de synthèse dans ce que tu veux faire quand tu as des matchs qui se répètent comme ça et que tu es au tout début de ta saison. Le problème, et comme tu le soulignes, c'est que assez régulièrement, tu parlais de Toronto, je pense qu'on le voit à peu près chaque année avec les clubs MLS qui sont engagés en Ligue des Champions. Il y en a au moins un qui plante complètement son début de saison parce qu'il réussit un parcours relativement décent en Ligue des Champions. Tu veux éviter d'être celui-là cette année parce que ça te plombe ta saison. Ça, c'est clair. Ou alors, tu es obligé d'être sur le fil pendant 3 mois. Je ne pense pas que le CF Montréal ait ce qu'il faut au niveau de la profondeur de l'effectif, surtout dans une saison où le calendrier est quand même assez serré pour être capable de te retourner aussi facilement. Plus le fait qu'une défaite éventuellement à New York en fin de semaine t'amène à 3 défaites, c'est certainement pas la panique, mais tu as vu déjà l'année dernière. Et là, je me range de votre côté, les gars. Parce que l'année dernière, on parlait d'un point perdu ici, un point perdu là. Vous disiez, voilà, encore des points perdus. Je dis, c'est pas si grave. Ok, je me range de votre côté. Je dis, il faut maintenant commencer à les compter un petit peu. Et que tu te retrouves, en plus, tu te retrouves avant même la fin mars, déjà le dos au mur. C'est-à-dire dans une situation où tu te demandes, OK, qu'est-ce qui se passe, que ce soit les joueurs, que ce soit l'encadrement et forcément une pression supplémentaire qui est mise sur le groupe et qui est mise sur Wilfried Nancy. Et il y a une grosse pression qui vient de l'absence des joueurs offensifs. D'ailleurs, la question a été posée à Wilfried Nancy. Est-ce que c'est un problème de préparation d'une année à l'autre? En remontant pas dans le temps, Nancy a quand même, puis je suis intéressé de t'entendre là-dessus, Sid a quand même décortiqué joueur par joueur en disant Ahmed Hamdi, lui, ça a été un joueur de filet qui est tombé sur lui pendant le camp d'entraînement, blessure à la cheville. Samuel Piette, ça a été une blessure en équipe nationale. Mason Toy s'est blessé tout seul en faisant une passe à l'entraînement. Bjorn Johnson, c'est la COVID. Sunusi Ibrahim, c'est une maladie. Donc, bref, son constat à lui, c'est que c'est, entre guillemets, de la malchance, en faisant bien attention de ne pas commencer à dire c'est juste une question de chance, puis personne n'a une responsabilité là-dedans en tant que joueur ou en tant qu'organisation. Tout ça pour dire que quand, en plus, Romel Kyoto se fait expulser ou prend des cartons jaunes dans les 2 matchs en huitième de finale, ça met de la pression sur Kai Kamara qui devient le seul véritable attaquant de pointe. Qu'est-ce que tu as pensé de lui sur les derniers matchs? C'est très difficile de le trouver et puis c'est normal que ça mette du temps à cliquer. Par contre, lorsque je prends en considération les prestations de Bjorn Johnson, donc individuellement, qui était en difficulté, très bien, mais collectivement, encore plus, je me pose la question de comment on joue avec un avant-centre du côté du CF Montréal, parce que dans le profil d'un neuf qui est dans la dépendance de centre à sa destination, il y a selon moi, une difficulté dans l'animation offensive et de bien définir qui joue pour qui sur le terrain. Avec Bjorn Johnson, sa difficulté qui était vraiment visible faisait en sorte qu'on a mis tout sur ses épaules dans l'analyse des performances. On sait que Kai Kamara est un grand attaquant. Il l'a prouvé en MLS et personne ne remet en question. Tu veux dire que là, on peut analyser comment on les sert, ces gars-là, plutôt que ces gars-là en tant que tels, parce qu'on sait que Kamara, c'est pas lui-même, de manière intrinsèque, un problème. Exactement. Et là, je pense que pour la première fois, entre guillemets, on se demande, OK, mais est-ce que c'est compatible véritablement d'avoir, par exemple, un Mihailovic et un Torres comme derrière cette espèce de triangle, on a 2 créatifs. Eux, ils jouent pour qui? Est-ce que c'est le 9 qui a leur service ou c'est eux qui sont au service du 9? Est-ce qu'on a des pistons dont le rôle est de centrer ou bien de revenir à l'intérieur pour combiner, encore une fois, eux-mêmes être la solution offensive? C'est pas qu'il y a des systèmes qui sont mieux que l'autre. Le point n'est pas là. Simplement, moi, j'ai eu l'impression que du côté de Kai Kamara, si on n'arrive pas à le trouver, c'est aussi parce que offensivement, l'animation offensive n'est pas faite
pour lui. Lorsque Broguiard est rentré sur le terrain, c'était évident. 2 secondes, 2 centres, tout de suite, en sa direction. Et on a vu absolument le changement. Est-ce que lorsque c'est un Lapalainen qui est à droite, le rôle de Lapalainen est-il d'aller chercher Kai Kamara? Peut-être pas. Est-ce que le rôle, c'est lorsqu'on met du surnombre sur... pardon. Il est à gauche. Est-ce que son rôle, c'est quand lorsqu'on met du surnombre d'un côté, lorsqu'on met du surnombre d'un côté, ben lui il peut se trouver isolé et faire des différences, comme son but. C'est différentes animations. Simplement, moi, ce que j'ai trouvé, c'est que si l'équipe joue comme ça, Kai Kamara va pas marquer beaucoup de buts. Ça, c'est une évidence. Il va pas marquer beaucoup de buts. Est-ce que ça veut dire que l'équipe va pas gagner? Non, pas du tout. C'est pas ça que je dis. Mais on a un système de jeu qui actuellement n'est pas fait pour mettre en valeur l'avant-centre de ce type-là. Kyoto, qui est beaucoup plus mobile, qui participe au jeu, qui est toujours sur son demi-espace gauche, c'est complètement différent. Et là où il faut revenir à la genèse de l'arrivée de Kai Kamara à Montréal, ça faisait pas partie des plans, là. Puis c'est pas une mauvaise pioche, loin de là. La personnalité est bonne, je pense que... Mais ça va être un gars qui va être... Son rôle dans ton équipe, lorsque tout le monde est là, c'est comme remplaçant. Titulaire une fois de temps en temps, mais c'est comme remplaçant, t'entres avec 30 minutes à jouer, puis là, tu deviens un poison pour la défense adverse, tu deviens une bougie d'allumage pour une attaque qui peut peut-être être en perte d'énergie, mais c'est pas, dès le départ, animer tout ce que tu fais derrière en fonction de lui. Parce que, comme tu viens de le souligner, ça peut peut-être devenir assez complexe. Merci. On va y aller, les gars, avec notre segment en temps additionnel maintenant. Ligue des champions, Jean, à part le fait que je suis un peu jeté à terre avec ça, d'ailleurs. C'est RMC, si je ne me trompe pas, qui a sorti « On a trouvé qui a blessé Kylian Mbappé ». Idrissa Gana Gueye se fait ramasser sur les médias sociaux, des messages de haine, des messages racistes. À part ça, mettons, là, qui nous envoie dans une stratosphère que je pensais impossible de faire... c'est quoi? Il faut jouer du bubble soccer avant un match contre le Real pour s'assurer que personne ne touche à personne. Rappelle-toi Jérôme Boateng, hein, à l'époque avec Chelsea, avec Ballack, enfin il y a toute une histoire et où il s'était fait parce que c'était Kevin Boateng qui avait blessé Ballack et son frère Jérôme qui jouait en Allemagne, c'était juste avant la Coupe du Monde, avait eu ce genre de menace aussi. Justement parce que son frère avait blessé et privé Ballack de la Coupe du Monde. Et, enfin. Ouais, bravo, on retombe dans le truc qui sent bon, quoi, tout à fait clair. Et puis, si derrière, il y a des médias qui participent à l'organisation d'une chasse aux sorcières, qu'est-ce que tu veux que je dise? Waouh, là, je commence à être un petit peu allumé. Hein. Mais comment ça sort, ça, Jean? Hein? C'est ça le problème. Le problème, c'est comment ça sort. Comment clairement, bien sûr. Il y a quelqu'un à quelque part au PSG qui a dit quelque chose. Et puis c'est ça qui devient hallucinant. Après, il faut faire... Oui, je veux bien, Olivier. Mais il y a quand même une façon après d'être capable de transmettre le message et de le présenter en sachant quand même que tu as une petite responsabilité dans ce que tu vas dire. Ouais, j'essaie d'aller ajouter quelque chose là-dessus. Oui, les pratiques du Paris Saint-Germain, comme c'est le cas de certains gros clubs, sont filmées et diffusées sur les réseaux sociaux. Là, pour le coup, c'était durant les 15 premières minutes ouvertes à la presse que, tout simplement sur la PSG TV, comme disent les Français, les images étaient disponibles. Donc, c'est comme ça que c'est sorti. Après, voilà. Par contre, l'emballement médiatique qui en a suivi, parce que d'une part, on a une équipe qui n'a pas de fond de jeu, hormis les éclairs de Mbappé, avec la situation qu'on connaît sur son transfert à venir au Real Madrid. Ça, c'est clair qu'on a eu des pompiers pyromanes menés par en ce moment le plus gros acteur médiatique français, qui à la fois le matin fait la chasse aux sorcières, mais le soir va fustiger dans ses autres émissions, va fustiger le fait que les gens ont surréagi. Et ça, on est dans, la boucle est bouclée en une journée où tu te dis mais c'est très bien ficelé tout ce que vous faites, c'est incroyable. Mais oui, bon, c'est tout à fait dommage. Et aussi la résultante, et on en a discuté à plusieurs reprises depuis 2-3 ans, des médias sociaux et de
de ce que les gens s'y permettent d'y faire. Donc c'est pas en soi les médias sociaux le problème, mais ce que les gens s'y permettent d'y faire et de façon impunie. Ouais, c'est un bat de baseball, tu peux frapper un circuit ou tu peux frapper quelqu'un. C'est pas l'outil en tant que tel, c'est comment tu l'utilises. Jean, je t'ai coupé tantôt, tu allais nous parler de ce J'entends. qui retient ton attention avec la Ligue des champions. Oh, ben, rapidement, Bayern ceci, Bayern cela. Il y avait eu deux, trois résultats, ouais, bof. Bayern, ils ont fait, bon, parce qu'on l'a dit en début de saison, ils ont, avec Nagelsmann, un système de jeu qui est encore plus agressif qu'ils ont jamais eu. Et c'est c'est hyper pressing. Même Liverpool me semblait à un moment moins affûté dans sa façon de tout chasser partout sur le terrain que le Bayern début de saison. C'est normal qu'ils aient un creux et c'est normal parce que ils ont une préparation physique qui va je pense, les amener à revenir doucement vers leur meilleur niveau. Ça se traduit toujours à un moment par un petit creux, généralement janvier, février, parce que la préparation est faite justement pour que ça monte en puissance sur les 3 derniers mois de la saison. Ce qu'on a vu face à Salzbourg, je ne pense pas que ça va être la norme continuellement, mais c'est clairement le Bayern qui revient et qui qui revient pleinement à sa capacité de dominer et à s'engouffrer sur n'importe quelle petite ouverture que l'adversaire lui donne. Et dans le cas de Salzbourg, ça a été une ou deux petites erreurs. Tu fais ça, ce Bayern t'en met trois. Bon, ben voilà, quoi, en l'espace de 10 minutes. Donc, je pense qu'au niveau de l'efficacité, ils reviennent. Et c'était un Bayern qui était encore sans Goretzka, sans Davies, qui n'a pas réglé ses problèmes de défense centrale en particulier, qui n'ont pas réglé le départ de Alaba encore. Parce que c'est une coche en dessous quand même. Mais voilà, c'est une équipe qui revient et tout ce qu'on a pu dire, oui, il y a eu des résultats un petit peu moins formidables parce qu'on s'attend aujourd'hui à ce que le Bayern gagne tous ses matchs 4 ou 5-0, mais c'est dans une certaine logique. Et au bout du compte, la finalité, elle est dans 2 mois et je pense qu'ils sont dans la bonne direction. Pendant ce temps-là, il y a Pep Guardiola à qui on demandait récemment, c'est quoi une des choses que tu apprécies le plus dans ton travail? Il a dit, ben, le verre de vin après un match, après une victoire. Je présume que le verre de vin contre Manchester United, je ne sais pas s'il est prêt à bouteille au complet, mais ça a été agréable, certain. En revanche, pour United, c'est un autre rappel, un énième rappel que, en ce moment, il n'y a juste pas photo entre les deux clubs. Oui, et puis pourtant, c'est pas forcément ce que tu ressortais de la première mi-temps et il s'est passé, je sais pas, tout d'un coup un tsunami qui a exposé beaucoup des difficultés de Manchester United, alors que sur cette première mi-temps ou cette première demi-heure, la différence entre les deux équipes, elle n'était pas marquée, mais on a aussi cette capture d'écran qui circule du 92% de possession sur les 15 dernières minutes, où tu te dis mais comment c'est même mathématiquement possible de confisquer autant le ballon à une équipe comme United, et forcément tu as aussi cette blessure à la hanche d'un Ronaldo qui semble pas avoir apprécié l'idée d'être sur le banc, mais en même temps, il y a tellement de choses qui se posent. Est-ce que notre ami Ralph remet un peu en question son autorité, sachant que lui, il est censé être le manager le directeur sportif de l'équipe et qu'il est entraîneur intérimaire, mais est-ce qu'il pose les bons constats? Malheureusement, ça fait beaucoup et c'est un match qui, malheureusement, parce que techniquement, c'est pas une équipe qui a beaucoup perdu sur son management. Je pense que c'est leur deuxième défaite sur son management, mais il n'y a pas beaucoup de victoires aussi. Il y a beaucoup de matchs nuls. Il n'y a pas beaucoup de performances convaincantes. Et celle-ci, c'est vraiment celle qui vient te dire, bon, l'écart est trop grand, parce que jamais Chelsea n'a été déclassé comme ça, jamais Liverpool n'a été déclassé comme ça, et au contraire, même, ils sont capables d'obtenir des victoires face à City. Puis là, on a eu l'impression qu'on était dans deux ambiances complètement différentes. Je pense aussi au match d'Arsenal contre City, qui, bon, si c'était pas du but je pense, de Ruben Diaz en toute fin de match, avait fait une performance de haut vol. Donc là, c'est un peu dommage. Moi, je trouve que ça gâche
enfin, ça met Manchester dans une situation, au pied du mur, ça les met dans une situation quasiment de crise, pour ces 45 minutes mal maîtrisées, mais bon, enfin, que demander de plus parfois à certains joueurs, Lindelof dans la défense centrale, il n'est pas fait pour ce match-là. Ça va être un joueur de profondeur. Pardon? Maguire. Ah oui, Non, mais Maguire. tu soulèves un bon point, Je Sid, rêve. tantôt, parce que tu parles de Rangnick, de son autorité. Euh, à quelque part, on comprend la logique derrière un intérim comme celui-là, parce que tu te dis, je vais aller dans le vestiaire, sur le plancher des vaches, faire les constats, et ensuite, je vais remonter d'un étage pour être capable d'avoir une vue d'ensemble, et quelqu'un d'autre va exécuter le plan. Ça, c'est quand ça fonctionne bien, que les constats sont faits, que les choses avancent. Est-ce qu'au final, tu penses que ça va avoir été la meilleure idée du monde de faire ça dans cet ordre-là ou la pire? Non, je sais que je suis un peu seul à penser ça, mais moi, j'étais vraiment contre le limogeage Ole Gunnar Solskjaer, qui, au moins pour lui, avait la sympathie de tous les influents autour du club, qui permettait de donner une espèce à la fois d'omerta, mais à la fois de cadre dans lequel on était capable de travailler, qui a explosé aujourd'hui. Enfin, tu vois, les Roy Keane et les Gary Neville, les Ferdinand, qui sur les plateaux des plus grosses chaînes télévisées anglaises s'écharpent complètement au sujet de Manchester, et on a une espèce de situation de crise qui selon moi, n'a pas les bénéfices qu'on a cru qu'allait apporter le technicien allemand, ne valait pas dans la situation sportive de United qu'on vire Ole Gunnar Solskjaer. Moi, je pense qu'on a fait un pas de recul, malheureusement, et peut-être même 2 pas de recul, parce que il faudra pas qu'il se trompe sur le prochain choix d'entraîneur. Non, c'est ça. Il faudra pas qu'il se trompe sur les Ouais. choix de joueurs avec lesquels bâtir, parce que là, en fait, on sait même plus à quel sein se vouer, parce que bon, après la presse anglaise, quand on commence à dire oui, le vestiaire est divisé, les Anglais contre les Portugais, etc. Enfin, on sait plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, mais non, moi je pense pas que c'était une bonne décision. Je reste dans l'idée que c'est pas une bonne décision. Pendant ce temps-là, au sommet de la Serie A, Jean, est-ce qu'il faut constater que Milan se détache du lot ou que le lot se détache de Milan? Ouais, ben c'est bien ça. C'est que quand tu vois Milan en tête de la Serie A, bon, avec quand même l'Inter juste derrière qui a un match en main, donc c'est relatif, disons, mais il n'empêche que Milan est en tête après une victoire à Naples, qui est aussi un autre prétendant. Tu te poses la question, tu dis, est-ce que Milan est vraiment capable d'être champion? Est-ce qu'ils ont vraiment ce qu'il faut pour être champion? Ou est-ce qu'ils profitent du fait que les autres pédalent un peu dans la semoule? Regarde, rappelle-toi le début de saison de la Juventus qui était catastrophique, où ils ont pris un retard terrible qu'ils essaient de combler, mais qu'ils n'arriveront pas à combler. Donc, c'est un peu la question. Je pense pour l'instant que, ouais, que Milan est pas mal. Ils ont été plus lents que les autres à réagir. Ils ont mis plus de temps, tiens, justement parler d'United, à mettre en place un projet global, incluant, disons, une sorte de projet à long terme dans le groupe, dans l'effectif, dans la façon de faire et dans les joueurs à amener. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois quand même que des titulaires comme Tomori, Salmakers, Brahim Diaz, Raphaël Leao, Sandro Tonali, tous ces joueurs-là ont 22 ans ou moins. Que des joueurs comme quoi Kessié, qui a 25 ou 26, Théo Hernandez, 24, sont quasiment des cadres de l'équipe. Tu dis, OK, il y a vraiment eu un projet, et parce que ce groupe-là, tu l'as vu quand même te mettre en place sur 3-4 ans. Tu rajoutes après 2-3 solides joueurs d'expérience qui vont t'apporter de la plus-value. Zlatan, Giroud, encore une fois, parce que Giroud, il ne marque pas beaucoup, mais les fois où il a marqué quand même cette saison, ça, il faut lui donner le crédit, c'est que ça a été des buts importants. Finalement, ce Milan AC-là, ça tient bien. Regarde, nul contre la Juventus, ils battent l'Inter, ils vont gagner à Naples, ils ont mis un solide 4-0 à la Lazio il n'y a pas si longtemps. Ils sont, oui, alors c'est vrai que les autres sont pas à ce niveau-là au niveau des résultats et connaissent des à-coups, mais au bout du compte, c'est parce que Milan met la barre et met une pression quand même régulière et ne se plante pas dans les grands matchs. Clairement, tu vois, on revient un peu bizarre parce que c'était pas prévu, mais à ce que s'il disait sur United.
sur les gros matchs face à d'autres prétendants. Ils sont là, ils assurent. United face à d'autres gros prétendants, eh ben, ils sont nulle part. Donc, oui, je pense que c'est un retour qui est très intéressant pour Milan. Ils assurent, là, ils ont déjà quasi assuré leur place en Ligue des Champions l'année prochaine. Ils sont bien placés pour peut-être pas forcément gagner le titre, mais en tout cas donner une belle course au titre en Serie A. Et ça manquait quand même parce que il était temps de passer un petit peu à autre chose que Juventus avec un petit étincelle Inter. Donc, oui, je trouve que Stefano Pioli, qui est lui aussi tout un personnage, hein, qui a été joueur durant la grande Juventus avec Platini, Boniek, qui a été joueur à la Fiorentina avec Baggio. C'est quelqu'un qui lui aussi a un beau vécu. Je pense qu'on lui a fait confiance. C'est beaucoup mieux que l'époque où on ne savait pas quoi faire. Et, on va chercher Gattuso. Tu vois. Clairement, c'est pas mal plus intéressant. Non, mais c'est un projet Maignan qu'ils sont allés chercher dans les buts. OK, il n'y a vraiment rien à dire. Donc, il y a vraiment quelque chose qui a été mis en place qui est intéressant. On va passer au sujet chaud. C'est d'une première question pour toi. Ça vient de Thomas Villeneuve qui nous demande, puis c'est assez pertinent, merci, dans un contraste où, j'en conviens, là, c'est un premier match de l'histoire de la franchise en MLS. Premier match de l'histoire de l'Impact en MLS en 2012, il y avait quoi, 51 000 personnes face au Fire de Chicago. Il faut faire attention au côté événementiel. Mais quand tu as 75 000 personnes dans les estrades à Charlotte, alors que pour ton match inaugural à domicile en MLS, tu en as 13 000 au stade olympique, il y a quand même un contraste important. Et Thomas nous demande, avec ces 13 000 pour un match d'ouverture, doit-on commencer à sérieusement s'inquiéter pour l'avenir du club à Montréal? Non, non, pas pour l'avenir du club à Montréal. Je ne suis pas dans dans cette logique-là. Par contre, le 13 000 en soi, intrinsèquement, il est inquiétant et qu'il y a un travail de promotion de l'équipe, de politique de prix, de tellement d'aspects, d'affinité, pour faire en sorte qu'on soit à des chiffres qui soient plus acceptables. Bon, après, on est toujours dans un contexte un peu particulier. On ne peut pas le nier, même si parfois c'est entendu comme des excuses. Mais non, 13 000 personnes pour un match de MLS, je ne sais pas, je suis curieux de voir combien il y en aura la semaine prochaine pour Cruz Azul. Parce que c'est Cruz Azul, une grosse équipe mexicaine, quart de finale retour. Peut-être que là où on est encore dans ces mêmes eaux, et comme oui, je serais inquiet, mais je fais pas le lien entre ces foules et l'idée d'un déménagement. C'est beaucoup trop loin pour moi. Non, mais tu fais un lien avec le marketing à quelque part. Et là, il ne faut pas oublier le Pachuca, Cameron Porter, c'était le match retour quart de finale de Ligue des Champions en 2015. Mais à ce moment-là, il y avait, souviens-toi, c'était des dessins animés, si je me rappelle bien, avec un marquant de l'histoire. Il y avait toute une campagne derrière la Ligue des Champions. Il y avait le championnat en tant que tel à jouer par la suite, ou voire même en même temps, mais il y avait un build-up qui arrivait de l'année d'avant. Peut-être que ça, c'est un changement parce que tout le monde avait compris que la qualification en phase de groupe l'automne précédent t'avait amené à l'hiver. Donc, il y a peut-être un build-up plus marqué. Oui. Mais tu ne contrôles pas la pandémie, Sid, mais tu contrôles, tu es comme autour de la présidence, tu contrôles ta campagne marketing que j'ai, là, sauf erreur, là, que je n'ai pas vu passer. Peut-être que c'est ultra ciblé, mais je présume qu'avec le contenu que je consomme sur les médias sociaux, je serais ciblé. Si je ne le suis pas, je pense qu'il y a un problème dans la campagne marketing. Bref, ça, tu le contrôles. Et c'est là où il y a encore peut-être du travail à faire en espérant voir une foule beaucoup plus importante, tu as raison. La semaine prochaine, je pense que le résultat du match au Mexique va y être pour beaucoup. Jean, question super intéressante de Mathieu qui dit Marcelo Bielsa, qui a été limogé à Leeds il n'y a pas si longtemps, remplacé par Jesse Marsh. Marcelo Bielsa pourrait-il entraîner en MLS, s'adapter aux règles de la Ligue? Quelle équipe lui conviendrait? Là, tu choisis ce que tu veux là-dedans. Quelle équipe lui conviendrait? Je présume que ce n'est pas le Crew de Columbus, là, mais bref, tu comprends. Est-ce que Bielsa en MLS, c'est un rêve qui est plausible? Oui, c'est pas impossible. Il est clair. Alors, il y a plusieurs éléments dans la question. Le plus compliqué, c'est comment pourrait-il les règles. Vivre avec les règles de la MLS. Je pense que là, il aurait besoin de
de pas mal de monde pour lui expliquer parce que non, ça, tu peux pas faire. Non, ça, tu peux pas faire et tout. Mais non, il faudrait clairement qu'il y ait un environnement autour de ça. Maintenant, lui en MLA, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il a prouvé, je pense, à Leeds qu'il était capable de sortir d'un profil qui était un petit peu plus club de type latin, je dirais, ou sud-américain, en allant à Leeds, qui est quand même pas mal. Si tu veux, il était à Marseille, il est allé à Leeds, c'était pas mal aux antipodes. Bon, il y a derrière les deux, il y a un soutien populaire qui est monumental, mais sinon, au niveau de l'endroit, au niveau euh, du caractère de la ville qui, quelque part, transpire dans l'équipe et dans le groupe, c'était quand même pas mal aux antipodes. Mais moi, je vois rien qui l'empêcherait d'aller en MLS. Bon, on va pas demander Cincinnati? à n'importe quoi. Pardon? Cincinnati? Pourquoi pas? Je pense que lui. Alors, tu vois, mais ça, c'est certainement pas quelqu'un qui va, à partir du moment où il est sur un projet, il va pas regarder tout ce qu'il y a ailleurs, c'est-à-dire l'environnement. Est-ce que c'est en Californie ou est-ce que c'est au Minnesota ou tu vois, ça, je pense pas que ce soit vraiment un problème. À partir du moment où le projet lui plaît et que il voit que derrière il y a des moyens à mettre derrière pour arriver à son projet, je pense que ouais, il Ouais. s'engage et puis il est prêt à partir dedans. Après, qu'est-ce qu'il va demander? Ça, ce sera autre chose. Parce qu'il est exigeant. Il est exigeant dans une façon de jouer qu'il faut être capable de digérer, d'assimiler. Est-ce que nous, de notre côté, États-Unis, Canada, on prépare bien des joueurs à assimiler ce genre de projet de jeu? Ça, c'est encore autre chose. Je pense Ouais, que puis oui. Je pense qu'on est sur le il y a- chemin justement de dépasser un petit peu certaines structures très rigides. ouais, il y a pas juste la capacité des joueurs à emmagasiner ça, il y a la capacité des infrastructures aussi. Je me rappelle de Rod Fanny qui dit il avait acheté des cartes de golf à Marseille, puis il y avait des écrans un peu partout. C'était un truc de fou. Tu étais comme dans un film de Oui, science-fiction, puis finalement, on n'a c'est jamais vrai. rien utilisé, rien utilisé de tout ça. Avant la dernière question, Sid, tu voulais ajouter quelque chose tantôt? Oui, une stat qui est assez intéressante, c'est le nombre de pressings qui ont été faits durant les 2 premières journées. Et puis c'est Nathan George qui a relevé ça sur Twitter. Les Red Bull sont à 600 pressings effectués au bout de 2 journées, et la moyenne dans la ligue est environ à 325. Donc s'il y avait une Wow. équipe peut-être qui pourrait plaire à Marcelo Bielsa, c'est en ce moment les Red Bull de New York. Parce que c'est le projet global Red Bull. Oui. Ouais, M- Stubber, je pense, c'est le nom d'entraîneur. Mais en tout cas, genre comme ce chiffre-là, voilà, s'il est juste organique, c'est vraiment impressionnant. Marcelo Bielsa sur le Red Bull. Aïe, aïe, je veux même pas penser à ce que ça donnerait. Ça, la Regarde. dernière question, Sid, c'est pour toi, c'est celle de Sam Bluto. Du côté du CF Montréal, est-ce qu'un schéma en 4-4-2, quand Sunusi Ibrahim, Mason Thorne et Bjorn Janssen seront de retour, pourrait être intéressant pour épauler Kyoto et Camara? Écoute, moi je pense que peut-être le problème dans la question, même s'il y a pas de mauvaise question, c'est de voir c'est quoi l'alignement des 4 du milieu de terrain. Est-ce qu'on parle d'un losange? Est-ce qu'on parle à plat? Parce que ça et peut-être même un peu à la française en 98 avec trois milieux type défensif et un créateur devant. Je sais pas de quel système on parle. Maintenant, c'est évident que Camara dans le système actuel, c'est pas une bonne pioche. D'ailleurs, même tes commentaires m'ont fait penser un petit peu à ceux de Thierry Henry par rapport à l'arrivée de Johnson, où on comprenait que c'était pas vraiment son choix dans le Mhm. profil. Donc, j'espère qu'on n'est pas dans un cas similaire, mais de toute façon, avec le talent de Camara, ce serait un peu compliqué que ce soit dans un cas similaire, et je risque de regretter mes propos durant la saison. Mais oui, une animation avec 2 attaquants, je pense que ça irait beaucoup mieux, sachant que Kyoto est extrêmement mobile, même un Sunusi Ibrahim aussi dans le profil, ça peut être intéressant. Moi, je suis pas certain que si Toye n'est pas blessé, que c'est le système de jeu qui est adopté. Je crois qu'on trouverait moyen de faire jouer Kyoto et Toye ensemble, et donc avec les conséquences que ça aurait sur le reste de l'effectif. Donc oui,
pourquoi pas, pourquoi pas. En tout cas, dans l'animation offensive, ça peut pas être pire que ce qu'on a vu contre Philadelphie, du moins. Vous surveillez quoi en particulier au cours de la prochaine semaine, Jean? Moi, je vais tout de suite rebondir sur les matchs qui viennent jeudi d'Europa League. C'est pas mal. Séville, West Ham, Barcelone, Galatasaray, qu'est-ce que j'ai Atalanta, Leverkusen. C'est bien, c'est vraiment c'est un bon moment dans l'Europa League où il y a des bons affrontements qui sont équilibrés, tu vois, des équipes qui ressortent d'un seul coup. C'est riche. J'aime bien ce moment-là. Oui, c'est riche. J'ai l'impression d'entendre un pitch pour la Super League européenne. On ne va pas ressasser les vieux souvenirs trop tôt. Sid, toi, tu vas surveiller quoi? Ça va revenir. Je vais aller du côté de Tottenham United. J'ai l'impression que deux équipes qui ont beaucoup à perdre dans la course pour la 4e place. Donc, c'est ça qui va retenir mon attention cette semaine. Avec Harry Kane qui bat des records, puis en même temps, rappelle à tout le monde qu'il serait peut-être mieux de s'en aller de Tottenham. Pourquoi pas partir à Manchester United? Il me semble que ça réglerait 2 problèmes d'un coup. En fait, ça réglerait un de mes problèmes. Je vous le confirme. Les gars, toujours un énorme plaisir de jaser avec vous. Merci à vous à la maison d'avoir envoyé vos questions sur Twitter avec le hashtag LDSF. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Merci de partager le contenu sur le rds.ca/balado-diffusion, sur iHeartRadio et toutes vos plateformes préférées.